on va se plonger un peu dans le sujet du jour. Je pense que vous avez, si vous êtes là, tous vu ma vidéo sur Sakakibara Seito, Azuma Shinichiro, alias Shonen A, qui est un tueur d'enfants, un enfant tueur d'enfants. J'en ai fait une longue vidéo. J'ai aussi consacré un chapitre assez long, ce personnage dans le premier livre Satsujin, et puis quelques petites brèves comme ça. Oui, le lundi et le jeudi, Fonfan. Le lundi soir et le jeudi soir. Et lundi soir, brève, actualité japonaise, et jeudi soir, un sujet. Voilà, avec plaisir. Et donc ce soir, on parle de Sakakibara Seito, donc l'enfant tueur d'enfants, et avec l'actualité qui va avec, parce que je vais vous rappeler un peu les faits, mais comme vous le savez, nous avons sorti chez Serial Pleasures et Camion Noir, donc mon éditeur, 2 livres déjà de Sagawa Issei. Et il se trouve que on en parle très souvent avec Nico, même la dernière fois que je l'ai invité. On en a parlé, je vais peut-être décaler un peu ma caméra, voilà, on sera mieux comme ça, on n'est pas bien là, mais non, comme ça on est mieux. Voilà, on en a parlé beaucoup. Les témoignages que sont les livres écrits par les tueurs eux-mêmes sont extrêmement intéressants à divers points de vue. D'abord celui du témoignage direct, ce qu'on a vu avec Dans le brouillard, le livre de Sagawa que j'ai traduit la fin de l'année dernière, qui est sorti au début de cette année. Il se trouve que parmi les dossiers dont j'ai traité sur la chaîne, celui de Sakakibara Seito a été celui que j'ai pu rédiger le plus facilement, parce que je disposais de son livre, Zekka, qui est une espèce de somme de toutes ses pensées, de toutes ses anecdotes, où il nous livre sa psyché, où il nous parle vraiment de sa petite enfance, de tout ce qu'il a pu penser avant de passer à l'acte. Et j'en avais parlé à Nico de Zekka, de ce livre, et il m'avait dit qu'effectivement ça pourrait être extrêmement intéressant si il pouvait y en avoir une traduction en anglais et une traduction en français. Je me suis donc lancé dans la traduction là, il y a quelques semaines, et ça m'a permis de me replonger un peu dans le dossier et d'aller voir un peu ce qui s'était passé. C'était au début janvier, voilà, ça fait donc 2 mois, pardon, j'ai dit quelques semaines, oui, ça fait 8 semaines, quoi. Et en me replongeant dans le dossier, j'ai trouvé quelques contacts que j'avais établis à l'époque, notamment avec le psychiatre qui l'avait expertisé à sa sortie du centre, et j'avais 2-3 pistes pour le retrouver. Il se trouve que je l'ai retrouvé. Voilà, il se trouve que je l'ai retrouvé. Ça n'a pas été facile, j'ai des amis qui m'y ont aidé. Il m'a répondu, je lui ai envoyé plusieurs messages, il m'a répondu, très craintif, très méfiant. Mais je pense que c'est lui, a priori, c'est une adresse sur une messagerie cryptée, je pense que ça doit être lui. J'attends d'avoir des confirmations, mais a priori, c'est lui. Donc il m'a répondu, j'ai réussi à le retrouver. On va voir comment ça va continuer. Il a changé d'identité aujourd'hui. Il a changé de nom pour la 2e fois, il a changé d'identité. On en reparlera tout à l'heure. Je vous donnerai son nom, parce que je suis pas là pour le protéger, je suis juste là pour l'exploiter. Parce que, on va pas se mentir, hein, je vais essayer d'en tirer le meilleur. Voilà, je vais vous rappeler un petit peu les faits. Donc on va parler ce soir de celui qu'on a surnommé le garçon A au début, parce que c'est quelqu'un qui a tué d'autres enfants alors qu'il était lui-même enfant. Il s'est fait appeler Sakakibara Seito, c'était son nom de tueur, pour justement les jeux de mots les jeux de mots par rapport à l'alcool, aux roses, etc. Je vous avais expliqué ça dans la vidéo. Son vrai nom, son nom de naissance, c'est Azuma Shinichiro. Voilà, c'est arrivé près de Kobe. J'en avais déjà parlé à maintes reprises. Donc il est né le 7 juillet 1982 et c'est un garçon assez perturbé. C'était un jeune enfant qui avait beaucoup de problèmes affectifs, hein, comme j'en ai déjà parlé à maintes reprises, qui était très proche de sa grand-mère. Je vais d'ailleurs vous mettre les illustrations au fur et à mesure, comme ça on verra de quoi on parle, ce sera beaucoup plus facile.
qui était très proche de sa grand-mère. Alors on le voit avec sa mamie. C'est d'ailleurs une illustration qui est au dos de son livre, hop là, qui est au dos de son livre, et c'est une des premières illustrations sur laquelle on tombe quand on est dans une librairie, et de son chien. Voilà, tout petit, ses parents qui étaient très 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 occupés et qui étaient peu à la maison. Oui, c'est lui, oui, qui en écoute, ça fait. Et il était vraiment quasiment élevé par sa grand-mère, qui était une femme, d'après ce qu'on peut en lire dans son témoignage et aussi dans d'autres articles, une femme plutôt posée, qui s'en est occupée, qui lui a donné une éducation, beaucoup d'amour, voilà. Et son chien, voilà, un Akita qui lui avait été offert quand il était petit. Et il se trouve que en 1995, donc il avait 13 ans, sa grand-mère meurt d'un cancer foudroyant en quelques semaines, elle est partie, et son chien juste après, voilà. Et donc il est devenu très différent de ce qu'il a pu être avant. Il a intériorisé beaucoup de choses, il a commencé à s'attaquer à des animaux, bien sûr. Au début il tuait des grenouilles, alors je vous avais raconté les anecdotes, on verra vers ma vidéo pour tout ça. Il mettait des grenouilles comme ça en enfilade, des escargots ou des grenouilles, il roulait dessus avec son vélo. Ensuite il s'est attaqué à des chats. Il attrapait les chats du quartier quand il avait 13-14 ans, et il les torturait, enfin il les coupait en morceaux, il leur a fait des choses assez bizarres. Et puis, et en 96, il a découvert à la bibliothèque et dans des magazines à scandale, eh bien, les histoires des tueurs en série, principalement américains. Et il s'est pris d'amour et d'admiration pour le tueur du Zodiac, voilà, qui est toujours celui dont on parle en référence pour le tueur en série qui n'a jamais été arrêté, d'après ce qu'on dit, d'après ce qu'on pense. Mais voilà, il s'est pris vraiment d'admiration pour ce tueur. Et il a commencé à en collectionner les articles, ça c'est lui, après l'adolescence. Il a commencé à collectionner les articles, à essayer de s'intéresser à ses méfaits, mais aussi au personnage qu'il aurait pu être, à s'identifier à lui petit à petit. Et de ses lectures un peu étranges, vous le savez, il a commencé à envisager d'arrêter de s'attaquer à des animaux, et il a voulu s'attaquer à des humains, voilà. Et il a commis son premier forfait le 10 février 1997, où il a attaqué, alors ce ne sont pas ces enfants-là, ça ce sont ses victimes, mais là je vous parle de son premier méfait, sa première attaque, où il a attaqué 2 enfants de son école de 10 et 11 ans avec un maillet en caoutchouc, vous savez, de ces maillets avec lesquels on plante les piquets, ou avec lesquels on fait de la carrosserie, et en les blessant très 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 gravement à la tête, toutes les deux. Il a été couvert par son collège, qui n'a pas voulu le dénoncer à la police, enfin vous connaissez l'histoire. Ensuite, le 16 mars 1997, il a attaqué avec un marteau, cette fois-ci un marteau en acier, la petite Ayaka Yamashita, de 10 ans. C'est la petite fille que l'on voit ici, qui sourit, et qui a été sa toute première victime. Voilà, il l'a attaquée alors qu'elle rentrait de l'école. On n'a pas pu l'identifier, bien entendu, mais il s'est acharné à coups de marteau sur elle, et il l'a tuée. Elle est morte à l'hôpital peu de temps après. Et quelques heures plus tard, il est allé dans une école primaire du voisinage avec un couteau, et il a attaqué une petite fille de 9 ans au couteau, en la blessant très 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 gravement. Elle est toujours handicapée à cause de ses blessures, alors qu'elle sortait des toilettes, voilà. C'était ses 2 premières victimes, dont une mortelle. Et ensuite, le 24 mai 1997, donc 2 mois plus tard, eh bien, il a commis le meurtre, le crime et l'abomination qu'il a fait connaître de beaucoup, et qui continue à faire sa sinistre réputation. Il avait pour connaissance un jeune garçon, Hasedyun, c'est donc le petit garçon que l'on voit ici, avec son bonnet. Petit garçon de 11 ans qui était handicapé mental léger, qui fréquentait sa maison, qui venait souvent boire un rafraîchissement, jouer avec le frère de Finicello. Et bien un jour, il a emmené ce jeune garçon près d'un réservoir d'eau, en haut d'une colline,
pour lui montrer des tortues, soi-disant dans le bassin. Le petit garçon l'a suivi et il l'a tué de ses mains en haut de la colline, il l'a étranglé et il a caché son corps dans une des réserves du château d'eau, excusez-moi. Il est revenu le lendemain pour récupérer le corps avec des outils. Il a décapité le corps, vous le savez, il l'a ramené à la maison. Il a goûté la chair, le sang, il a pratiqué des activités S avec la tête de sa victime. Il le raconte dans son livre, hein, d'ailleurs. Et finalement, dans la nuit du 27 mai, donc 3 jours plus tard, eh bien, il a emballé la tête avec une ficelle et a fait un nœud. Il a écrit un mot, un peu comme écrivait le Zodiac. Et il est allé, voilà, ça c'est manuscrit, ça c'est pas celui-là, mais bon, c'est ceux qui l'envoyaient tout ça. Et bon appétit, madame. Et il a roulé un mot écrit en rouge qu'il a glissé dans la bouche de sa victime, accroché au portail du collège. Voilà. Le concierge a trouvé, le gardien a trouvé la tête du petit Hassé au matin. Pendant ce temps-là, c'est à Tainohata, le collège, l'école primaire de Tainohata. Pendant ce temps-là, eh bien, Shinichiro a écrit sur ce qu'il avait fait, il a pris beaucoup de notes, il a fait des croquis, il dessinait beaucoup. Vous voyez qu'il avait inventé un logo un peu comme celui du Zodiac qui mettait sur toutes ces lettres. Et il a commencé à écrire encore plus de lettres anonymes à la police, à Lusandré, où il les cherchait, où il les provoquait, exactement comme l'avait fait le Zodiac, hein, et où il leur disait, en gros, j'ai commencé à tuer, vous ne me retrouverez jamais, je vais continuer, chaque jour je vais tuer un enfant, etc. etc. C'est allé très 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 loin, quand même. Ça a duré un mois, quand même, 28 jours d'enquête, où la police de Kobe a quand même pas mal ramé, hein, alors qu'il y avait des témoignages et beaucoup d'indices. Et on a fini par l'arrêter. On a fini par l'arrêter le 28 juin 1997. Je m'attarde pas sur tous les détails, je vous renvoie à la vidéo, je vous mettrai les liens, mais vous verrez, vous l'avez certainement tous vu, pardon. Il a été arrêté le 28 juin 1997. Voilà, je vous rappelle qu'il est né en 82, hein, donc il n'avait pas encore 15 ans. Et il a été arrêté et emmené vers Kobe, justement, où il a été traduit devant le tribunal familial, et non pas devant... Bon, ça je mettrai après. Il a été traduit devant le tribunal familial de Kobe, présenté à des pédopsychiatres qui ont examiné son état psychique, mental, etc. Il se trouve que son évaluation psy a trouvé un QI normal, pas de pathologie particulière, mais quand même un sadisme prononcé, des pulsions sexuelles immatures, un trouble du déficit de l'attention. N'étant pas condamnable au vu de son jeune âge et de ses problèmes psychiatriques, il a été envoyé dans un centre surveillé le 20 octobre 1997, là il avait 15 ans, et il a été condamné à une petite peine. Voilà, il a été condamné à une petite peine de 5 ans. Il a fait un peu plus, hein, parce qu'il a eu droit à d'autres évaluations, et puis il se trouve qu'en détention, enfin c'est pas en détention, il n'était pas détenu, il était dans un centre surveillé, un centre éducatif, psychologique et psychiatrique. Il se trouve qu'il s'est rendu coupable de beaucoup de violence. On l'a appris très tard. On l'a appris le 20 janvier 2005, juste après sa sortie. Bonsoir Comics, salut. Eh bien, bonne soirée. On a appris à sa sortie de ce centre que pendant sa détention, entre guillemets, c'est un infirmier de garde de son centre qui a donné une interview au magazine Shincho et qui a témoigné de nombreuses violences physiques qu'il avait commises sur ses amis. Mais
Mais oui, c'est c'est à peu près comme la tueuse, ouais, on est un peu dans un peu le même truc. Nevada. Mais il y a eu une évaluation faite par un collège d'experts, voyez-vous, qui a décidé en 2004 qu'il n'était plus dangereux, qu'il pouvait donc être renvoyé à la vie civile et normale, sans plus de suivi. Et le 1er janvier 2005, à 7h du matin, parce qu'ils ont été obligés de lui faire finir son année 2004, le 1er janvier 2005, il est sorti et il est parti. Il est reparti dans la nature, voilà. On n'a pas vraiment été informé de ce qu'il a fait ensuite. Alors Nevada, tiens, bon, j'en ai pas encore parlé sur la chaîne. La vidéo est en préparation pour un de ces quatre. Moi je vous avais fait une vidéo sur GolX qui avait fait des trucs quand même pas mal, hein, qui avait découpé sa petite amie en direct sur internet, c'était déjà pas mal. Lui non, il n'y avait pas internet, je pense qu'il aurait bien aimé. Enfin il y avait internet mais on va dire qu'il n'avait pas accès. Il a donc été renvoyé à la vie civile le 1er janvier 2005 et là il s'est fondu un peu dans la masse. On n'en a plus tellement entendu parler, on savait qu'il avait changé d'identité. Il avait pris son nom Azuma Shinichiro, c'était son nom de naissance que personne ne connaissait puisqu'il avait été condamné étant mineur, donc son nom n'était pas sorti dans les journaux. Mais il se trouve que c'est le magazine Shincho qui justement a sorti une photo de lui à 22, 23, 24 ans, hein, 22 ans, et a donné son vrai nom. Voilà, donc Azuma Shinichiro a expliqué où il habitait, donc il a commencé à être la cible des paparazzis et tout. Les gens n'allaient pas forcément l'enquiquiner parce que il y avait quand même une crainte hein, sur sa personne, et on a su très vite qu'il avait trouvé une petite amie qui s'était installée avec elle et qui travaillait dans la construction. Voilà, c'était devenu un jeune homme plutôt maigre avec des lunettes, une tête un peu bizarre s'il en est, et quelques temps plus tard, eh bien il a ouvert un vlog. Et puis des forums de discussion qui tournaient principalement autour du BDSM, des pratiques prononcées, on va dire, mais aussi autour d'affaires criminelles. Il a pris contact avec Sagawa Issei. Ils ont échangé des dessins, ils ont échangé des lettres, ils ont échangé, d'après ce que je sais, d'après ce que j'ai pu apprendre, dans diverses notes, ils ont échangé des recettes de cuisine de chair humaine. Ils ont correspondu à un moment. Je vais vous montrer certains des dessins de Seito. Celui-là c'est pas le plus représentatif, mais j'ai pas mal de dessins de lui. Voilà, ça fait partie des premiers dessins avec des écrits qu'il a pu produire. Ensuite on a des choses aussi assez connues comme celle-ci qui je pense a été faite aussi avec Paint ou truc du genre, qu'il vendait très cher d'ailleurs, hein. Alors je ne connais pas de collectionneurs parmi mes amis, que ce soit Nico ou que ce soit David ou d'autres. Personne n'a pu en avoir, mais je sais qu'il en a fait commerce pendant un long moment. Ça, ce sont les dessins qu'il faisait quand il était ado, au moment juste avant de passer à l'acte. Voilà, ça c'est ce qu'il a fait un petit peu plus tard. Ça, ce sont les dessins qu'il faisait juste avant de se mettre à la photo. Des dessins principalement de gastéropodes et de trucs un peu étranges. Et ça, c'est le dessin qu'il avait fait pour Sagawa. Voilà, il avait envoyé dans une lettre à Sagawa Issei, où on reconnaît des dessins faits à partir de photos, notamment celle de la figure découpée de René. Voilà, hop, au revoir. Et ça, c'est la photo qui a été prise de lui en 2015, juste avant un événement qui allait frapper le monde d'effroi. Donc c'est lui, il chose du 58 à peu près, dans le métro à Saitama, où on a appris qu'il travaillait comme soudeur, mais qu'il vivait aussi des dessins et des écrits qu'il vendait à des en le choc a été complet en
en 2015 lorsqu'il a sorti ça. Donc je l'ai dit tout à l'heure, Zeka. Zeka qui est un recueil de mémoires, qui est son autobiographie, que je suis donc en train de traduire et dans laquelle il raconte toute son histoire, sa petite enfance, son passage à l'acte, ce qu'il a pensé au moment de passer à l'acte, comment il est passé à l'acte, les gestes exacts qu'il a fait, mais aussi ce qu'il en a pensé après, son ressenti par rapport à son non-jugement, par rapport à la psychiatrie, par rapport au regard que le monde a sur lui. C'est assez troublant comme témoignage. Arigato gozaimasu. Un petit moment de douceur dans ce récit brutal. C'est madame qui m'a apporté une petite tasse de chai latte. Et donc le monde a été stupéfait en voyant que Ota, un éditeur japonais que je connais bien parce que j'ai beaucoup travaillé avec eux, sortait ce livre. Voilà, l'autobiographie de Shonan A, donc de garçon A. On ne donnait pas son nom, même si tout le monde le connaissait. Et il se trouve que ce livre, en sortant, a fait un énorme carton en juin 2015. Il s'est vendu à d'abord des dizaines de milliers d'exemplaires, et notre bon Finitiello s'est retrouvé en position d'être un auteur de best-seller jusqu'à ce que les familles disent familles de victimes, s'il vous plaît, il y aurait moyen qu'ils ne deviennent pas millionnaires grâce au récit de ces horreurs. Ah, arigato. Et il se trouve qu'il y a eu, bon, ça, pareil, je vous renvoie à la vidéo, il y a eu plusieurs procès qui ont abouti à ce qu'il soit privé de ses droits d'auteur, qui ont été reversés aux victimes. Et aujourd'hui encore, les droits du livre sont détenus par une association qui a réussi à le déposséder de ses droits d'auteur, et qui donc gère les... Twitch est devenu fou, il t'a infligé 9 pubs, j'en suis désolé, alors c'est pas moi qui les gère, mais j'en suis désolé, ça m'a volé. Et voilà, donc les droits aujourd'hui appartiennent toujours à l'éditeur, mais les bénéficiaires des droits d'auteur, donc des royalties, c'est une association de famille des victimes, donc des parents de Ayaka et de June. Et il se trouve qu'on a acquis les droits il y a pas longtemps avec Nico, que je suis en train de traduire ce récit assez bizarre, mais quand même extrêmement intéressant, vraiment. Ensuite, eh bien, il a encore disparu parce que il a été à nouveau dans le feu des projecteurs. Et voilà 4 ans, en 2020, il a réapparu, il a ouvert une espèce de... entre la chaîne... je vous ai déjà parlé de Nico Nico. Vous m'aviez demandé une fois en live, et pourquoi tu vas pas sur Nico Nico, c'est vachement sympa, on peut mettre des vidéos et tout. Eh bien, sachez que Nico Nico, je vous en avais déjà parlé pendant le live sur les Junior Idols. Nico Nico ne pratique aucune censure, c'est-à-dire que c'est un peu comme Telegram, c'est un truc open, et vous pouvez y poster absolument tout. C'est pour ça qu'on y trouve des vidéos pornographiques, dont je vous ai parlé pendant la vidéo sur le live sur les Junior Idols, mais on peut aussi y poster des photos de soi, des vidéos, des choses, lorsqu'on est un ancien tueur, alors pas en série, parce qu'il en a tué que 2, mais un ancien tueur psychopathe condamné. Il se trouve que maintenant, il fait ce genre de choses, c'est-à-dire que il fait un peu de musculation, hop, et puis il se met un masque bizarre, une cagoule bizarre sur la tête, et il se met en scène, voilà, dans des positions diverses et variées que je vais vous présenter maintenant. Donc là, c'est lui, nu, avec un photomontage où il chevauche une limace, voilà, parce qu'il est passionné par tout ce qui est escargot et limace, qu'il tuait. Alors il raconte aussi souvent qu'il continue à en tuer, qu'il en crucifie, enfin voilà, donc il a beaucoup changé, hein. Comme l'ont dit ses psychiatres, il n'est plus un danger pour la société. Voilà, avec une tête d'alien en montage, avec toujours son espèce de masque. Donc c'est un des dessins qu'il faisait sur les lettres qu'il envoyait à la police, et c'est un des motifs qu'il avait dessiné sur le corps du petit June. Donc on voit qu'il regrette beaucoup son geste, hein, bien sûr. Ça, il avait appelé Renaissance. Enfin bon, voilà, il est dans une espèce de... Voilà, ça aussi. C'est même une photo, je crois qu'il avait appelé Zeka aussi. Enfin, il est dans une espèce de process un peu étrange,
où il parle de son culte, de son propre corps. Donc il fait beaucoup de sport, beaucoup d'activités. Il se filme et il se photographie en permanence. Voilà, il fait des montages de son corps avec des corps d'animaux. C'est une remise en question effectivement énorme de ce qu'il a pu faire jusqu'à maintenant, et il en vit parce qu'il a quand même un groupe de fans assez conséquent, on va dire. Voilà, je vous cache ça maintenant. Donc il est pas plus du tout torturé, il est guéri depuis 2005 qu'il est sorti, il est totalement guéri, il va très bien. Et il se trouve qu'il est en relation avec des gens du monde entier, notamment des jeunes filles, beaucoup de jeunes filles qui sont très très attirées par son corps et par son passé. Et vous pouvez trouver sur Nico TV. Alors je vous mettrai les liens parce que je ne veux pas vous montrer les vidéos. Elles sont pas choquantes, c'est juste que le contenu est quand même très particulier. Vous verrez des photos, des vidéos postées par des fans de Sakakibara Seito qui lui rendent hommage sur Nico Nico, donc Nico TV. Et il entretient le mythe autour de lui en disant qu'un jour il reviendra. Alors on sait ce que ça veut dire, un jour je reviendrai. Et il a changé de nom, il a fait partie d'un programme de protection des mineurs condamnés, ce que je trouve tout à fait louable. Et il a pris un autre nom, il est parti dans une autre préfecture, donc cette fois-ci c'est Agaya. Et aujourd'hui il s'appelle Nishioka Makoto. Voilà, j'ai pu trouver son nom, ça me dérange pas de le donner. De toute façon, il lui arrivera rien. Hein. Et il est aujourd'hui ouvertement dans ce process de tirer parti de son crime, comme avait pu le faire Sagawa. Il avait beaucoup posté au moment de la mort de Sagawa en disant qu'il regrettait le départ de cet homme admirable, qu'il admirait beaucoup, etc., etc. Et donc aujourd'hui, il n'assume pas son geste et en même temps il essaie d'en vivre. Il n'assume pas son identité mais en même temps il joue là-dessus pour vendre des choses. Moi je ne lui achèterai rien, bien entendu. Par contre, je vais éditer son livre parce que déjà l'argent ira pas à lui et parce que je trouve que son livre est extrêmement intéressant. Voilà, le contenu est très plein d'enseignements sur ce qu'il a pu faire et sur sa psychique, et il a des activités avec divers pseudonymes que l'on a pu très facilement décrypter, hein. Et j'ai envoyé des bouteilles à la mer à plusieurs reprises. Alors c'est vrai que Nico me poussait un peu, il dit vas-y, et j'ai eu une réponse. Voilà, je vous l'ai dit au début de live, j'ai eu une réponse, donc je vais entretenir le dialogue avec lui. Moi il m'intéresse, c'est quelqu'un qui m'intéresse parce que je pense qu'il n'a pas la démarche de Sagawa. Il n'a pas l'intelligence, l'intelligence livresque et culturelle de Sagawa, mais je pense qu'il y a quelque chose à tirer de l'analyse de cette personne, de ce personnage, et je vais continuer à correspondre s'il veut continuer à correspondre. Alors, il ne veut pas correspondre par écrit, que par messagerie cryptée, donc par mail, parce que s'il correspond par écrit, il sait qu'on pourrait potentiellement revendre ses écrits, voilà, et donc se faire de l'argent sans le faire croquer. En gros, c'est ce que ça voulait dire. Bon, c'est comme ça. Même Ramirez et Bundy ont correspondu avec des gens quand ils étaient en prison, mais lui ne veut pas. Bon, je pense qu'il y a un petit poil de mégalo, mais après tout, il s'est toujours comparé au Zodiac, sauf que lui s'est fait choper 28 jours plus tard, mais enfin bon. On est en plein dans ce dont on parlait avec Viola, qui fait le sujet de son livre sur l'hybristophilie. On est en plein là-dedans, on est Samaboulou pour te répondre, c'est ça, c'est malsain et gênant. Il a beaucoup de fans, il a une fanbase féminine assez impressionnante, il y a beaucoup d'hommes aussi, beaucoup d'homosexuels qui sont très entichés de lui. J'ai vu beaucoup de témoignages d'hommes qui lui déclaraient leur flamme, qui voulaient lui faire des trucs, on va dire. Il en joue énormément, hein, les trucs avec les têtes d'aliens et tout, sa façon de se mettre en scène aussi. Il a eu quelques passages dans son livre où il parle justement de ses penchants aussi homosexuels, hein. D'ailleurs,
Bon, c'est très compliqué à comparer, mais enfin, il a eu une attirance pour le petit John, hein, qu'il a décapité, assassiné. Il a même abusé de sa tête. Et il s'est astiqué, on va pas dire le mot en M, parce que je sais pas si ça va passer, sur sa tête coupée pendant les presque 2 jours qu'il l'a gardé chez lui. Donc bon, voilà, alors qu'il n'y avait eu aucune excitation de ce type-là sur les filles. On a su ensuite, après sa sortie, qu'il avait une compagne. Aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais tout pousse à croire que visiblement il serait plus ou moins bi et qu'il aurait, il aurait du coup 2 fois plus de public. Hein. C'est ce qu'on dit toujours quand on est jeune, ça. Et qu'on aime le côté pile et le côté face. Voilà, lui est dans ce cas-là, ce cas de figure-là, et on profite largement. Alors ça se sait peu, surtout depuis les lois de protection. L'ensemble de son œuvre, on va dire, écrite et dessinée, c'est-à-dire toutes les preuves et toutes les pièces à conviction du dossier d'instruction ont été brûlées. J'en ai parlé dans un des derniers petits Satsujin montés de l'ancienne époque, où effectivement je vous parlais de ce juge du Kansai, je sais plus où exactement, Osaka je pense, qui a fait incinérer toutes les pièces à conviction qui auraient pu être exploitées par des marchands, celles de Miyazaki Tsutomu, enfin voilà, toutes, et tous les dessins, les lettres que je vous ai montré tout à l'heure, tous les dessins à la plume et tout qu'il avait fait dans son centre, les dessins au crayon, les dessins à la tablette graphique imprimée, tout a été brûlé, détruit, les habits, les vêtements, le couteau, les marteaux, tout ce qui avait servi, qui normalement était donné ensuite aux familles ou qui était tout simplement jeté, donc en général récupéré par des gens. Là maintenant est systématiquement détruit au Japon, c'est la loi anti-murderabilia, je vous en ai parlé, et les condamnés à mort, notamment pour des crimes sadiques, n'ont plus droit, on pourra en parler un jour, mais n'ont plus le droit d'avoir des crayons, de la peinture, du papier, des choses comme ça, et ils ne peuvent plus produire, rien du tout. Ils ont le droit de lire, ils ont le droit de faire des choses, d'écrire à leur avocat, mais si jamais il y a un côté artistique, ils sont obligés de le détruire, et l'avocat n'a pas le droit de transmettre les lettres. Enfin voilà. Ça vient aussi beaucoup de là, parce que Sakaki Seito a quand même été un tueur. Bonsoir Fenel, bonjour, bonsoir. Un tueur très collectionné, très envié. On a beaucoup. Il faut savoir qu'en matière de murderabilia, à part Sagawa, il n'y a quasiment aucun tueur condamné, tueur en série, tueur de masse, tueur sadique japonais, qui ait pu produire des choses qui circulent dans le milieu de la murderabilia. On trouve des choses de Aomi Shinrikyo, mais qui sont des parutions officielles, des choses comme ça, ou des insignes, des trucs. Mais bon, on ne trouve quasiment rien. Moi, je saurais comment trouver, mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Je sais pas si... Je suis pas prêt pour toutes ces choses-là. On en parlera un jour. J'en parle souvent avec Nico, avec d'autres. Je suis pas dans cette collectionnite-là. Je comprends ceux qui le font, encore une fois. Moi, c'est pas mon but pour l'instant. Mais enfin, je veux quand même persévérer dans cette démarche que j'ai commencée. Je voudrais pouvoir comprendre. Vous savez, je m'implique sur la révision du procès de Wakayama, parce que Madame Hayashi est innocente, et elle a été condamnée à mort. Lui est coupable et n'a pas été condamné. Ah, l'automode, il va falloir que je me fasse un truc là-dessus un jour, parce que... je me demande si un criminel a vendu des news. Oui, tout à fait, oui. Ouais, tout à fait. Sakakibara, on vend régulièrement. Ils vendent même des petites vidéos. On peut lui demander de faire des trucs. Voilà. Mais oui, certains l'ont fait, effectivement. Certains l'ont fait. Et continuent certainement de le faire aussi. Je n'ai pas ce message. Donc. Tiens, donc, c'est bizarre. Donc c'est bizarre. Ouais, je sais pas. Bon, le clavardage, cette fois, c'est un petit peu bizarre. Enfin, voilà. Donc, c'était pour vous tenir au courant un peu des activités et une espèce de que sont-ils devenus. Eh bien, lui, je le suis. Voilà. On va continuer à en parler parce que c'est un cas assez particulier. J'ai beaucoup plus de difficultés à suivre les activités de Girl X, dont je vous ai déjà parlé. Pas confondre avec Nevada Town, hein. Parce qu'elle a vraiment bénéficié grâce à l'argent de son père.
et de sa famille d'une protection maximale. Alors, comme je vous l'ai dit à la fin de la vidéo, mais j'en ai eu la confirmation, elle est devenue dentiste aujourd'hui, elle est dentiste. Donc si vous habitez à Tokyo, que vous avez une rage de dents, que vous avez besoin de vous faire poser un bridge, eh bien il y a une chance sur 1000 que vous vous fassiez charcuter la bouche par une jeune femme qui a autrefois découpé sa meilleure amie devant les caméras pendant toute une nuit. C'est comme ça. Programme de protection des mineurs. Voilà. Bon, on va arrêter là pour cette exposition des faits et du suivi. On va en reparler, on va bien sûr en reparler de Nishioka Makoto, puisque c'est son nom maintenant. Et je vous donnerai des nouvelles régulièrement de ce qui se passe. Et puis, bien, on se donnera rendez-vous cet été, je pense, pour la parution du livre. Je suis en train de traduire, comme je l'ai déjà dit 50 fois, mais comme je vous l'ai dit aussi au moment de la traduction des livres de Sagawa, une traduction, ça n'est pas juste du mot à mot, c'est une adaptation. Et là, effectivement, ça n'est pas une œuvre littéraire, c'est très mal écrit. Faire de la traduction mot à mot serait indigeste, donc j'essaie de faire de l'adaptation aussi pour que ça soit quand même pas agréable, mais enfin que ça puisse être lisible sans vomir à toutes les pages, ou alors vomir pour les bonnes raisons. Voilà, et je vous encourage une fois de plus à aller vous procurer Dans le brouillard de Sagawa qui est sorti chez Serial Pleasure. Je mettrai les liens pendant la rediff. Voilà. Mais écoutez, je vous propose de prendre vos questions maintenant, si vous avez des questions sur l'individu. Vous pouvez les mettre dans le clavardage, j'y répondrai avec grand plaisir, et sinon on passera à autre chose en attendant 22 h.